Avec nous, oui, je veux bien que vous restiez, si vous êtes d'accord, avec nous pour la deuxième table ronde de la journée. Petit clin d'œil, j'ai fait une petite blague à Sébastien en lui disant que le titre de sa keynote IA et Supply, c'était pas très original. Par contre, le contenu, vraiment, merci beaucoup. Donc, je vais demander à nos 4 intervenants de la séquence suivante de nous rejoindre sur scène. Donc, c'est la fameuse table ronde sur l'intelligence artificielle au cœur des transformations de la supply chain. Je vais demander à Ridouane Boulaïch, monsieur le DSI de Tangemed, de nous rejoindre sur scène. David-Olivier Tarac du groupe Géodis, merci de nous rejoindre. Laetitia Balak-Rucher, vous êtes ex-directrice supply et performance du groupe Monoprix et consultante. Prenez place et je vais également demander à Carl Laurent, fondateur et CEO de Baïko, de monter sur scène. Est-ce que vous êtes tous bien installés ? Donc c'était quand même pratique d'avoir cette intro, Sébastien, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous. Alors, on a essayé pendant la table ronde précédente de ne pas trop aller sur l'IA, parce que c'est maintenant qu'on va concentrer toute notre énergie pour aller sur ce sujet précis. Ridouane, est-ce que vous avez un micro ? Alors, Ridouane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous, depuis 3 ans, vous avez mis en place, en tout cas sur la partie escale, le Just-in-Time Arrival. J'ai du mal à switcher entre les deux langues. On l'a évoqué rapidement ce matin. C'est basé sur le machine learning, dont Sébastien a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire... Alors, effectivement, à Tangemed, il y a un programme de mise en place de business case de l'IA qui a été décidé, qui a été travaillé avec le métier. Donc, comme ce qui a été dit ce matin, donc c'est pas une approche descendante, mais c'est des business cases qui ont été identifiés, qui peuvent résoudre certaines problématiques opérationnelles des métiers au niveau Tangemed, mais également certains use cases qui relèvent de la recherche et développement. Parmi les use cases qui ont été mis en place, ça fait 3 ans, effectivement, c'est l'ETA prédictive, l'ETD prédictive, l'Estimated Time of Arrival pour les navires, dans le cadre d'un projet global de Just-in-Time Arrival. Donc, c'était appliqué pour prévoir l'arrivée des navires au niveau de Tangemed qui ont donné que l'ETA est une donnée cruciale et importante pour la planification de l'ensemble des services fournis aux navires. Donc, c'est un processus qui se base sur de la machine learning. Donc, on est en train d'interroger des bases de données mondiales pour un navire qui fait souvent des escales au niveau Tangemed, qui a une programmation d'escale à Tangemed. Donc, on interroge les données de passage depuis le port d'expédition jusqu'au port de Tangemed, les données météorologiques, les données de l'AIS, la planification des terminaux pour pouvoir approcher ces données. D'abord, donner la visibilité aux agents maritimes par rapport au traitement de leur navire, et également pour le commandant du navire, lui donner également la possibilité de diminuer ou d'augmenter la vitesse pour arriver au port sans attente maximale. Donc, ce qui permet de minimiser le maximum les durées de séjour au niveau de la zone de mouillage. Il y a quelques indicateurs aujourd'hui qui ont été constatés. Donc, la durée de mouillage, il a pratiquement, depuis la mise en place de ce concept Just-in-Time, il a diminué de 8 heures au niveau de zone de mouillage. Et ça entre également dans le cadre d'initiatives Tangemed, Smart Ports et également diminution de l'empreinte carbone, parce que pour un navire qui minimise son passage via la zone de mouillage, donc il y a une diminution du temps moteur, et ça joint aujourd'hui l'ensemble des initiatives Tangemed au niveau de l'instauration du Green Port. C'est un petit peu comme quand on est au volant là, et qu'on a l'outil pour faire un créneau, pour nous aider à nous diriger, en beaucoup plus sophistiqué. C'est exactement, on est en train de dire au commandant du navire, ce n'est pas la peine de garder la même vitesse, il faut diminuer la vitesse pour arriver dans cette fenêtre qui va vous permettre d'être traité avec l'ensemble des services synchronisés. Donc, de minimiser votre attente dans la zone de mouillage avec des dépenses en termes de carburant, une attente qui impacte également
la performance au niveau des services fournis aux navires. Alors ça, c'est ce qui est déjà en place, qui utilise une technologie IA. Et je crois que vous avez également une trentaine d'expérimentations qui sont en cours. Donc on ne va pas décrire les 30, évidemment. Hein, on essaye de faire synthétique. Alors, est-ce que vous pourrez nous donner quelques exemples de ces expérimentations basées sur l'IA et des applications? Alors oui, effectivement, donc il y a environ une trentaine de business cases que nous avons identifiés en interageant avec les gens sur le terrain. Il y en a qui ont été cités par le directeur général ce matin, notamment la maintenance prédictive. Donc on a mis en place un socle de données et des senseurs au niveau de l'infrastructure pour consolider la data et permettre aux ingénieurs de pouvoir faire les analyses nécessaires par rapport aux opérations de maintenance, par rapport à la santé de l'infrastructure, notamment les bollards, les défenses, pour assurer un haut niveau de disponibilité des services maritimes. Et nous avons ajouté cette couche IA donc c'est un travail aujourd'hui qui se fait conjointement avec une filiale de Tangemet qui est Tangemet Engineering, pour pouvoir ajouter cette analyse prédictive. Donc l'ensemble des données qui sont remontées par les senseurs, ils sont corrélés et à travers des modèles qui ont été mis en place, ils permettent de prévoir les délais de maintenance, les délais de défaillance d'une composante de l'infrastructure. Ça, c'est un sujet aujourd'hui qui est en cours de mise en place. Il y a également plusieurs initiatives, notamment cet été, donc il y a une opération de traversée de la Troie qui est une opération très importante pour l'accueil et la gestion des départs des Marocains résidant à l'étranger. Donc l'information sur les flux attendus, c'est une information également qui est cruciale pour planification des services. Donc il y a des journées où on traite plus que 8000 véhicules au niveau du port d'Angemed. Donc nous avons mis en place également donc, un dispositif donc, basé sur les ventes des compagnies, basé sur l'historique des arrivées, des départs des Marocains, basé sur les données météorologiques, la disponibilité de la flotte, donc plusieurs paramètres. Et nous avons vécu cette année, donc les gestionnaires du terminal pour passagers sont en train de consulter régulièrement la solution qui a été mise en place pour regarder quelles prévisions pour demain ou après-demain. Il y a également des cases qui relèvent du domaine de la finance. Donc, c'est un exemple qui a été cité ce matin par rapport au traitement des factures. Également, aujourd'hui, c'est un sujet important. Donc, même si le processus aujourd'hui de facturation fournisseur, il est totalement digitalisé, donc reçoit les factures d'une manière structurée, mais il y a des exigences des commissaires aux comptes pour avoir la facture scannée physique. Donc, il y a un travail des comptables pour faire le rapprochement visuel entre les données structurées et les données des factures. Donc, également dans ce sens, donc, on a mis en place une sorte de robot qui permet d'analyser et détecter s'il y a des différences. En sachant qu'il doit y avoir des millions de factures sur une année et qu'il doit y avoir un énorme volume à vérifier. Exactement, et ça se fait aujourd'hui de manière totalement visuelle et c'est une obligation. Donc, même si on a digitalisé le processus totalement, mais il y a une obligation de garder les factures sous format physique. Donc, également, il y a un autre sujet lié au scoring de nos clients et la prédiction. L'analyse et la prédiction de leur solvabilité, donc en se basant sur une analyse comportementale, analyse historique des opérations qui sont élaborées avec nos clients. Donc on peut également prévoir. On peut anticiper si le client va être un bon payeur ou pas. Exactement. Ça, et donc prendre des précautions pour se protéger. C'est ça l'objectif, c'est pour protéger bien sûr le chiffre d'affaires et se prémunir contre toute défaillance en termes de paiement. Donc c'est des business cases aujourd'hui qui relèvent également donc, un sujet qu'on est en train de traiter, ça relève de la prédiction de l'arrivée des camions à Tangemet. Donc Tangemet aujourd'hui traite plus que 50% de l'import-export du Maroc. Et la prédiction de l'arrivée des camions, donc en fonction des saisons, pour chaque activité, ça c'est important pour déployer les moyens et synchroniser les interventions avec l'ensemble du dispositif de contrôle qui est au niveau du port.
Donc on travaille sur un sujet lié à la prédiction des camions. Également, l'objectif, c'est de pouvoir synchroniser le service rendu aux importateurs-exportateurs, mais également de diminuer le séjour du camion au niveau Tangemed, dans le cadre, bien sûr, d'initiatives. D'abord, c'est important pour le port, pour traiter le maximum, mais également, ça rentre dans des initiatives de Digital Ports, Green Ports Corridor, et minimiser également le temps moteur. Oui, c'est ce que disait Carole Lambert ce matin, qu'en fait, ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire que là, l'innovation technologique, en l'occurrence ces solutions d'IA, elles permettent de tracter plus de performances environnementales en évitant que les camions restent à l'arrêt, stagnent trop longtemps. Effectivement, ça également, ça entre dans une démarche globale RSE de Tangemed et de décarbonation. Donc il y a pas mal de sujets aujourd'hui qu'on traite en concertation avec les entités qui gèrent ces dossiers. Donc ça, c'est des use cases qui relèvent de l'opérationnel, mais également il y a pas mal d'initiatives qui concernent la recherche et développement. Donc notamment, il y a une convention qui a été signée avec l'Université Mohamed VI Polytechnique pour travailler sur un sujet lié à l'assistance au pilotage des navires. Il faut savoir qu'un navire qui arrive au port, ce sont les pilotes du port qui sortent qui sont physiquement sur les quais pour guider. Et physiquement sur le navire. Donc, sur le navire. Des pilotines, ils montent sur le navire pour assister le commandant du navire pour l'entrée du port. Et au moment des phases difficiles, soit météorologiques, soit en termes de surtout météorologiques, donc on est en train d'imaginer un assistant au pilote qui permet de donner des informations sur le parcours, sur les manœuvres à faire. Sur les manœuvres à faire pour les navires, également se basant sur l'historique des données AIS, des communications VHF avec la capitainerie du port et des caractéristiques du navire. Alors, on a dû trier pour cette table ronde les exemples, vous en avez des centaines. On reviendra après sur les préalables. Je vais passer la parole à David-Olivier Tarek du groupe Géodis. Alors, vous dites que c'est le plus petit des grands logisticiens. C'est comme ça que... C'est comme ça qu'on se définit, oui. Effectivement. On doit être dans le top 10 des grands logisticiens. Alors, Géodis, en deux mots, c'est un opérateur de logistique de bout en bout. On offre des solutions à nos clients sur 4 métiers fondamentaux. On fait à peu près 11,3 milliards de chiffre d'affaires, avec un portefeuille d'activité qui est assez équilibré en région, puisqu'on a 30% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, 30% en France, 30% en Europe, et à peu près 10% aux États-Unis. C'est plus de 11 millions de mètres carrés de surface d'entrepôt. C'est 91 000 clients, plus de 1000 sites, une présence dans 166 pays. Et comme je le disais, on a 4 activités principales. Une activité de transport sur longue distance routier qui fait à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. On fait 33% de notre chiffre d'affaires sur les métiers de commissionnaire de transport international. 37% dans la logistique contractuelle, donc on gère des entrepôts pour nos clients. Et puis on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires sur la distribution sur le dernier kilomètre, plutôt sur du colis pondéreux. Donc nos clients sont plutôt des grands industriels, que ce soit dans l'industrie de retail, automobile ou autre, mais qui nous confient des volumes plutôt significatifs. On n'est pas des expressistes au sens UPS ou d'autres. Voilà. Donc on fait ce métier. On transporte fondamentalement des biens physiques, mais j'aime bien expliquer qu'en fait, on est aussi des transporteurs de data. Parce qu'on transporte de la data de nos clients en tirant de la data de leurs propres systèmes qui viennent s'interfacer sur nos propres systèmes, de nos partenaires, de nos sous-traitants. Et on essaye surtout de décorseter cette data pour la mettre en perspective et offrir à nos clients en fait, des services de bout en bout, de la traçabilité, de la visibilité de bout en bout. Donc c'est ça qu'on fait en fait en tant que logisticien. On transporte de la data, mais j'aimerais bien qu'on soit peut-être d'une certaine manière perçu aussi comme une boîte de tech à l'avenir. Alors vos fonctions actuelles, vous êtes un financier, mais là vous êtes en charge du développement de l'IA pour tout le groupe. Est-ce que c'est bien ça ? Alors c'est tout à fait ça. J'ai été pendant 3 ans le directeur financier du groupe. Alors il se trouve que je suis ingénieur de formation, donc j'aime beaucoup les probabilités. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et il est certain qu'il se passe quand même quelque chose au niveau des comités exécutifs. On voit bien qu'il y a beaucoup de buzz autour de l'IA.
Et je n'étais pas certain, il y a encore quelques mois, qu'on prenait le problème par le bon bout. Et donc j'ai beaucoup milité en interne pour qu'on positionne ce sujet au niveau du COMEX déjà, et qu'on ait au sein du COMEX quelqu'un qui porte à la fois les dimensions techniques, data, algorithmie, mais aussi les dimensions de métier. Parce qu'en fait, l'IA, si on veut résumer, c'est 10% d'algorithmie, 20% de système, d'interface, etc. Et c'est 70% de change management. Et c'est cette dimension-là qui n'était pas très bien appréhendée et qui a du coup, ma présidente m'a fait confiance et en me nommant effectivement à la tête de ce pôle d'IA avec une perspective vraiment de transformation de nos métiers. Donc vous avez été entendu, vous avez réussi à vous faire entendre, c'est une bonne chose. Donc je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail. Alors vous allez peut-être essayer de faire 2 en 1. Les préalables à mettre en place dans une organisation pour pouvoir avoir des données à peu près exploitables. Donc comment vous voyez les choses en théorie et puis aussi comment vous y êtes pris en interne chez Géodis, puisque la data, il y en a à foison. Donc ceux qui aiment les calculs mathématiques, je pense, pourraient se régaler. Alors de la data, il y en avait effectivement à foison. On a une industrie plutôt digitalisée. Le problème de cette data, c'est qu'elle est souvent assez mal structurée. Elle vient de plein de systèmes à la fois. Parfois, ça arrive sous forme de mail, de PDF. Parfois, ça arrive sous forme d'EDI ou d'API quand nos clients sont connectés à nos propres systèmes. Donc tout ça n'était pas très bien structuré. En plus, on a eu une approche par ligne de métier. Donc le premier préalable, ça a été vraiment de travailler sur la digitalisation. Donc il y a eu 2 grandes phases. La première, ça a été d'investir sur les technologies cloud pour libérer quelque part la puissance de calcul. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et ces 2 étapes d'ailleurs ont commencé il y a plusieurs années, un peu avant le Covid. La deuxième étape, c'était la création d'un data lake ou d'un data layer, parce que le problème de nos data, une fois qu'elles sont dans le cloud, elles sont quand même corsetées dans des applicatifs, dans des TMS, dans des WMS, dans des ERP, mais elles ne se parlent pas bien ensemble. Et donc l'idée de la création d'un data layer, c'était justement de décorseter la data, de la centraliser, de la mettre en qualité, de mettre en place une gouvernance de la data et surtout de pouvoir avoir une exploitation complète des data internes, externes, avec des données qui soient mises en qualité, des données propres, qui soient documentées, qui soient gérées de manière centrale et avec une gouvernance mondiale. Et surtout, ce qui est très important, c'est one source of truth. Parce qu'on se retrouvait en fait avec plein de systèmes, avec plein de data, parfois redondantes, qui n'étaient pas toujours très, très bien structurées, très bien alignées. Et quand on veut mener un projet d'IA, il faut que la data, il n'y ait qu'une seule data qui soit valable dans le groupe et que cette data soit bien documentée, mise en qualité, etc., qu'on évite tous les trous que mentionnait Sébastien. Les data molles dont on parlait tout à l'heure en fin de matinée. Donc ces phases préalables de cleaner les data, ça vous a pris à peu près combien de temps? Alors c'est un process qui continue, mais ça nous a pris quand même quelques années vu le nombre de systèmes à ingérer, si je puis dire, dans les data lakes, puisqu'on avait pas loin de 5 ERP, probablement une quarantaine de WMS, autant de TMS que de métiers. Donc tout ça a pris pas mal de temps pour mettre en qualité, pour cleaner, mettre en qualité, standardiser, documenter, et puis ensuite bâtir une architecture autour d'un data lake et surtout mettre en place un certain nombre de partenariats ou d'outils ou de plateformes qui nous permettent de gérer ce volume de data. Et donc on a signé effectivement un certain nombre de partenariats avec Databricks, avec DataIQ qui nous ont mis à disposition des outils pour traiter cette data et mettre en place ensuite des projets d'IA. Alors ça, c'est les préalables. Donc il y a une partie un peu mission, bâton de pèlerin pour aller convaincre sa direction. Ensuite, il faut cleaner toutes ces datas et mettre quelque chose en place de solide pour pouvoir l'exploiter. Est-ce que là, vous avez déjà commencé à avoir quelques use cases alors, je crois qu'il y en a des centaines, mais ceux qui ont retenu votre attention et qui ont été vraiment pertinents? Alors, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de use cases qui sont aujourd'hui pilotés, gérés par une équipe qu'on a appelée AI Solution, qui ne fait pas partie de l'IT. Justement, c'était un point clé. On ne voulait pas que l'IA soit perçue comme une émanation de l'IT. C'est avant tout des projets de transformation. Et c'est des projets qui doivent être pilotés et gérés par les métiers et avec les métiers et au service des métiers. Et donc, on a une équipe aujourd'hui d'une 20aine de collaborateurs qui est centralisée,
on fonctionne un peu en hub and spoke, si je puis dire. Donc on a une équipe centralisée, puis qui ensuite a des relais dans chacun des métiers ou chacune des régions pour mettre en œuvre ces projets. La première des choses, c'est qu'on voyait bien le hype, donc on peut commencer tout de suite par les gros problèmes très structurants. Bon, ça c'était intéressant, mais ça nécessitait probablement des investissements massifs au démarrage, et puis il fallait convaincre en interne. Donc on a cherché quand même par serendipity, pour parler en mauvais français, à faire émerger des use cases. Et donc on s'est beaucoup basé sur le volontariat, on a fait émerger des use cases qui correspondent en fait à des problèmes business, à des problèmes que les opérationnels ont au quotidien, du style de la prédiction, d'activité, du labor management. Est-ce que c'est ce que Yann de Ferraudy disait tout à l'heure, c'est-à-dire en fait les gens connaissent très bien leur métier et de quoi vous avez besoin pour mieux travailler? Est-ce qu'il faut partir de ça? Il faut partir de la logique métier. À la fin des fins, on doit créer de la valeur. Et donc, les projets d'IA doivent être pilotés par la valeur. La valeur, ça peut être évidemment dans une acception très large. Ce n'est pas forcément des espèces sonnantes et trébuchantes. Ça peut être de la qualité de service. Mais à la fin des fins, c'est quand même destiné à améliorer le positionnement concurrentiel de l'entreprise. Donc, on a fait émerger une centaine de use cases. Ensuite, systématiquement, sur tous les projets IA, on fait appel à des équipes cross-fonctionnelles dès le démarrage des projets, avec un tiers de gens métiers, un tiers de gens de l'IT, parce qu'il faut, une fois qu'on passe en phase de production, il faut évidemment industrialiser des pipelines, le modèle est dans des applicatifs, et donc il faut s'assurer que tout ça est bien conforme à nos politiques internes, y compris en matière de cyber security. Et puis il faut un tiers de jus de cerveau spécialisé en IA, qui est précisément cette équipe IA Solutions, où on va retrouver des spécialistes de LLM, des spécialistes de machine learning, des data scientists qui nous aident en fait à faire le lien entre le métier et l'IT sur ces projets. C'est les geeks qu'on voyait dans la super keynote de Sébastien Garcin, là, qui s'énervent derrière leur écran, et de les faire bosser avec les gens qui ont les métiers dans le groupe. C'est absolument clé. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, sur la façon dont on entrevoit nos projets IA, on fonctionne sous forme de sprint de 5 à 6 semaines. Et c'est très important pour piloter en fait, les projets par la valeur, avec une approche, une méthodologie extrêmement éprouvée, qui est basée sur plusieurs étapes clés. Déjà, on s'assure... Ça veut dire que si en 6 semaines, ça ne marche pas, ça veut dire qu'en fait, on veut surtout pas se retrouver dans des logiques de proof of concept sans fin. C'est pas grave d'arrêter un projet. En général, on les arrête trop tard. Et donc, ce qui nous est apparu important, c'est que d'entrée de jeu, on s'assure qu'on a déjà un bon project framing. Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre en termes de logique business? Est-ce qu'on a la data? Est-ce que cette data, elle est propre? Comment on la prépare? Et ensuite, on a une phase qui est très importante de data exploration. C'est-à-dire que nos data scientists vont aller triturer la data pour identifier des patterns et vérifier si oui ou non, il y a quelque chose à trouver et à aller chercher. Et si on ne trouve pas, en général, c'est un mauvais signe, c'est le signe qu'il vaut mieux arrêter et pas faire d'acharnement thérapeutique. Donc vous ne faites pas des POC qui durent 1 an et demi, qui coûtent très cher? On ne fait pas de POC qui durent 1 an et demi. Le but, c'est vraiment d'accélérer, d'être sur des solutions. Et une fois effectivement qu'on prouve que la data, il y a de la valeur, à ce moment-là, on met des petits tickets pour aller développer des modèles et puis les industrialiser. Et c'est un process qui ne s'arrête jamais puisqu'on est dans l'amélioration continue. Les modèles, évidemment, il faut les suivre dans le temps, il faut suivre leur performance. Et donc cette équipe d'IA Solution va aussi s'assurer que les modèles ne dérivent pas, parfois il faut les réentraîner, etc. Donc est-ce que cette idée des 5-6 semaines maximum, c'est parce que vous êtes un DAF quand même et que vous regardez combien ça coûte, et d'éviter d'avoir des solutions qui s'éternent, enfin des solutions, une absence de solution plutôt qui va coûter... Je ne sais pas si c'est le fait d'être DAF qui résulte qui en est la cause, mais on essaye d'être plutôt pragmatique dans notre approche. On sait combien les grands projets informatiques peuvent coûter, donc on a effectivement un peu cette culture et on essaye d'être un peu parcimonieux dans l'usage des fonds de la société. Et les technologies changent tellement vite qu'il faut être assez agile. Et donc voilà, c'est l'approche qu'on a souhaité. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer, et on ne peut pas tout faire, et on ne pourra pas tout faire. Et donc il faut effectivement concentrer nos efforts sur ce qui peut rapporter relativement rapidement, avec des temps de retour qui soient en quelques mois. Significatifs.
significatif, tout à fait. On te retrouve juste après. Merci beaucoup. Laetitia Balacruchet, ça va? Vous êtes bien installée? Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez, jusqu'à il y a très récemment, dirigé la supply chain du groupe Monoprix, donc c'est pas rien. Vous aviez aussi la performance IT du groupe. Donc, vous représentez aussi un peu la voix des retailers sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Alors, si vous étiez un peu leur porte-voix, c'est quoi les attentes, les craintes, les doutes des retailers en termes d'intelligence artificielle? Alors, les attentes, elles sont très fortes parce que le monde du retail et de la distribution de détail, c'est un monde où les marges sont très faibles et où, depuis très longtemps, on cherche de la productivité et de l'optimisation des coûts. Et l'IA fait 2 promesses qui sont très attractives pour le monde du retail. La première, c'est « je vais gagner en productivité ». Donc, dès qu'il y a un nouvel outil qui apparaît sur le marché et qui vous promet d'aller chercher cette productivité additionnelle, forcément, c'est intéressant. Et puis, il y a une autre promesse qui parle beaucoup au retail, c'est la capacité à gérer du détail, parce que l'adage dit « retail is detail », et la granularité et la capacité à gérer énormément de data telle qu'on l'imagine, c'est très attractif. Alors ça crée beaucoup de fébrilité. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de zones d'ombre et beaucoup d'angles morts. C'est-à-dire que, et ça a déjà été dit, mais je peux le confirmer, dans l'univers du retail, la culture de la data, la culture du process est très faible. Et du coup, derrière IA, chacun y met un petit peu ce dont il a entendu parler, mais il y a des assistants, il y a des agents, il y a des algorithmes, il y a des jumeaux numériques. Donc c'est très, très vaste. Et le monde du retail est aussi très très vaste, c'est-à-dire que vous avez des gros faiseurs, des gros retailers très installés, cotés en bourse, mais vous avez aussi dans ce monde-là pas mal de fournisseurs qui sont des fournisseurs agroalimentaires ou de produits non alimentaires, mais qui sont plutôt des PME, des ETI, des acteurs régionaux, et les promesses qui sont faites autour de l'IA, évidemment, n'auront pas du tout les mêmes conséquences si vous êtes un gros faiseur avec des équipes très établies, qui ont déjà une équipe IA, etc., ou finalement une grosse PME, où vous avez beaucoup de gens qui sont en fait polyvalents, qui font et la commande et les passations de commandes, et les réceptions fournitures, et les contrôles factures. Donc en fait, c'est très vaste, à la fois en termes de solutions et en termes d'acteurs. Alors ça, c'est un peu comme si c'était un love-hate, attirance-répulsion, un truc comme ça, c'est ça, avec les retailers. Si on rentre un peu dans le détail, donc directrice supply, en sachant que Monoprix, il y a de la vente en ligne, il y a du vente en point physique, il y a de la nourriture, il y a de la food, il y a de l'habillement, du textile, de la déco. Donc là, vous avez quand même des cas d'école, des cas pratiques intéressants. C'est quoi les domaines où l'IA est le plus pertinent dans la supply, en tout cas ce sur quoi vous avez travaillé? Alors en fait, supply, on dit supply, mais c'est surtout le mot chain qui est intéressant, je trouve, dans l'expression, parce qu'en fait, on pilote une chaîne. Et on sait tous que, évidemment, la chaîne, elle sera au niveau de performance du maillon le plus faible, mais surtout, c'est les jointures entre les maillons qui vont créer de la valeur ou en détruire. Et donc, en fait, on s'est particulièrement intéressé à ce que pouvait apporter l'IA dans la gestion de ces moments de passation de relais entre les acteurs de la chaîne. Donc, on a travaillé sur 3 sujets. On a travaillé, j'ai envie de dire, évidemment, sur les prévisions, parce que c'est le domaine où la maturité des solutions, la maturité des acteurs est la plus élevée. Et quand vous traitez des dizaines de milliers de références sur plusieurs centaines de magasins à la maille jour, parce que l'expérience du client, c'est je trouve mon produit dans ce magasin ce jour-là, forcément, le niveau de fiabilité, le niveau de finesse de la prévision a énormément de valeur. Surtout qu'on est dans un monde aussi très volatile, où la demande client évolue vite. Il y a des produits qui sont tendances, qui ne sont plus. Il y a des magasins qui vendent très peu de quantité, et puis en fait, ils sont au bord de la mer. Dès qu'il fait beau, d'un seul coup, ils multiplient par 3 ou 4. Et c'est vraiment 3 ou 4 leur vente. Donc, tous les modèles d'IA et de machine learning qu'on peut travailler autour de ça, à la maille très granulaire, créent énormément de valeur. Donc ça, c'est la première application sur laquelle on a vraiment progressé. Prévision des ventes. Prévision des ventes sur une granularité très fine. La deuxième application, et là on rejoint mon histoire de jointure, il y a un moment clé dans une supply chain alimentaire, c'est le
l'envoi de la commande au fournisseur avec un S, bien évidemment. Parce qu'en fait, c'est un moment charnière. Si ce moment-là, si vous n'envoyez pas la bonne commande, si elle est erronée, si elle ne part pas en temps et en heure, en fait, c'est toute la chaîne derrière qui va courir après le temps sur des produits qui ont des durées de vie très courtes et sur des réassorts qui ont lieu tous les jours. Donc, il faut absolument garantir que les centaines de commandes que vous envoyez tous les jours, elles soient réellement conformes. Alors, normalement, les outils sont fiables, mais ça va mieux en contrôlant. Donc, on avait mis en fait des outils en place qui permettaient en fait d'identifier, encore une fois, à la maille article-magasin, des écarts à la norme. Mais pas une norme qu'on aurait nous-mêmes établie, une norme que l'outil en fait, avait lui-même établi, c'est-à-dire ce magasin-là, d'habitude, il commande des yaourts tous les jours. Tiens, aujourd'hui, il n'en a pas commandé. Et donc, en fait, ça permettait très rapidement, et on se parle de quelques minutes, d'éventuellement suspendre le batch d'envoi des commandes pour corriger l'erreur et être sûr qu'on envoyait correctement des commandes. Et ça, en gros, avant, c'était une extraction Excel avec des tableaux croisés dynamiques et on loupait à peu près 90% des erreurs parce qu'on n'avait pas le temps de les regarder. Et puis le troisième élément, je trouve intéressant, qu'on a exploré, c'est la reconnaissance des images. Parce qu'en fait, le problème dans le retail, c'est que vous avez des bases de données qui vous disent tout va bien, mon stock il est conforme, j'ai mes yaourts dans tel magasin, sauf qu'en fait le client arrive en magasin, la tablette est vide. Et ça peut avoir plein de raisons, parce que les yaourts sont en réserve, parce que en fait, le stock est faux, parce que le camion devait arriver mais il n'est pas arrivé. Et donc en fait, on avait mis en place des petites caméras dans les magasins qui prenaient des photos toutes les 30 minutes pour pouvoir identifier l'ensemble des rayons. Et derrière, il y avait un applicatif qui comparait la photo à la théorie. C'est-à-dire, je devrais avoir ça comme visuel, j'ai autre chose. Attention, je lève le doigt et je préviens les personnes en magasin, il y a peut-être des choses en réserve. Je préviens les approvisionneurs, est-ce que mes paramètres sont bons? Et donc, ça permettait, sur la base d'une photo mise à jour toutes les 30 minutes, donc qui est vraiment la réalité opérationnelle de ce que voit le client, d'aller alerter l'ensemble de la chaîne en temps réel. Voilà les trois sujets, je trouve, sur lesquels on avait eu des succès intéressants. Alors ça a l'air passionnant, et puis il y a des choses qui relèvent, on dirait, un peu du bon sens. C'est-à-dire que Sébastien nous parlait de millions de données et de modèles mathématiques, et en même temps, quand je vous écoute, vous les experts, il y a des fois, on dirait qu'on fait appel à notre jugeote, quoi, tout simplement. Karl, ça va? Vous êtes bien? Je suis en pleine forme. Vous êtes loin de moi. Donc, Karl Laurent, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur CEO de Baïco. Alors, c'est vous qui allez peut-être raconter ce que vous faisiez et comment vous avez eu l'idée vers 2015. Vous venez de l'univers du transport maritime et du fret, ça tombe bien. Ça. Et vous avez créé Baïco en 2015. C'est ça. Donc en fait, je pense que je suis sur scène aujourd'hui parce que j'étais dans le transport maritime, j'étais à la CMA-CGM pendant 7 ans. J'ai eu plusieurs jobs. J'étais le freight forwarder interne, donc le mini David à l'intérieur de la CMA. Ensuite, j'étais patron de l'innovation. Et quand on est patron de l'innovation dans un groupe comme CMA-CGM, en fait, ça pique. Hein. Enfin, en tout cas, à l'époque, ça piquait. C'est-à-dire que on se rend compte de la misère des processus opérationnels que vivent les exploitants au niveau des compagnies maritimes, au niveau des freight forwarders, au niveau des clients finaux. Enfin, c'est quand même hyper dur. Hein. C'est rempli d'emails, rempli d'Excel. Je vois des gens dans la salle qui acquiescent comme ça veut dire qu'ils ont... Le langage corporel, Karl, quand tout le monde fait ça, c'est qu'il y a encore des fax. Est-ce qu'il y a encore des fax? Des telex, des choses comme ça? Il y en a. Ouais, donc il y a un peu de misère hein, dans les opérations quotidiennes. Et puis à côté de ça, quand tu es un job sur l'innovation, tu te rends compte de tout ce qui est possible en termes de digital. Et là, le gap était juste immense. Et donc en 2015, donc je quitte la CMA et je monte une boîte digitale pour mettre donc du digital au service des importateurs et des exportateurs qui utilisent des containers. Alors c'est une longue... Enfin déjà on est encore vivant parce qu'il y a beaucoup de startups qui ont disparu. Donc ça c'est pas mal. Et on s'est bien développé parce qu'on est à l'écoute des besoins de nos clients. Donc c'est plutôt des gros chargeurs, hein, des Renault, Honda, des gens comme ça. Et donc il y avait un besoin toujours de digital dans ce métier du shipping.
Et la raison pour laquelle il y a besoin de digital, c'est que structurellement, c'est un métier qui est compliqué, ce qu'on fait. Hein. Il y a combien d'étapes à peu près sur une vingtaine? Entre un fournisseur et le client final, il y a une vingtaine de... Tu parlais des chaînes et des maillons, là. Il y a une vingtaine de sociétés qui s'enchaînent, quoi. Donc, tu as l'exportateur, tu as le transporteur à l'origine, tu vas avoir le gars tu as le booking agent, tu as le freight forwarder, le port, le terminal dans le port, la compagnie maritime, et puis rebelote. Les douanes, les assurances. La douane, les assurances, et rebelote à l'arrivée. Et tout ce monde-là du shipping, c'est compliqué, quoi. Donc pour chaque acteur, il faut des dizaines de documents, évidemment. Oui, donc tout ça, ça se coordonne avec des documents, des mails, des fichiers Excel. Nous, quand on rentre chez un client, on regarde le nombre d'emails par dossier de transport. Et il y en a combien? Et il y en a, donc là, je vois David qui acquiesce aussi, là. Et en fait, nous, on a compté, on est entre 100 et 200 emails par dossier de transport. Et un exploitant gère 1000 dossiers de transport, en gros, par an, quoi. Donc, ça fait 100 000 emails. Donc, allez retrouver la petite aiguille dans la meule de foin, là, c'est absolument infernal. Et donc, il y a un besoin déjà de digitaliser les process. Parce qu'on part de très, très loin. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on est encore en vie, c'est que c'est compliqué. Et donc, l'IA est arrivée dans ce contexte-là. Enfin, avant l'IA, on a quand même eu d'autres trucs, hein. On a quand même eu la mode du big data. Bon, on en parle un peu, mais voilà. On a eu la mode de la blockchain. Il y a quelques années, si tu n'avais pas un projet blockchain, tu étais vraiment un naze. Alors, il y a encore des use cases qui existent, hein. On a eu le métaverse il y a quelques années. Il y a 2-3 ans, là, si on n'investissait pas 1 million ou 2 dans un métaverse, on était complètement has-been. Bon, maintenant, là, il y a l'IA. Alors, je pense que c'est quand même un peu différent, l'IA, par rapport à tout ce qu'on a vécu comme mode un peu de techno dans le passé. Parce que, en particulier dans le shipping, je pense que ça correspond à un besoin réel, quoi. On est face à une telle complexité de la chaîne logistique, il y a tellement de maillons, tellement d'interactions là, c'est tellement déstructuré, c'est des PDF, des Excel, des flux EDI, n'importe quoi. C'est une des valeurs fondamentales de l'IA et pour laquelle je pense que des projets d'IA dans le shipping, ça va pas, il va y en avoir, hein. Il y en a déjà beaucoup, il va y en avoir encore. C'est que l'IA a une capacité à structurer de la donnée non structurée. Alors, une fois qu'on a dit ça, on s'est dit, ça c'est la tarte à la crème. Mais votre outil, il va chercher les infos sur tous ces supports-là, c'est ça? Oui. Mail, message. Oui, alors nous, on a identifié des use cases, des trucs incroyables, hein. Un importateur, par exemple, qui passe une commande, il passe sa commande, très bien, et puis il n'a pas d'infos. Et à un moment donné, il reçoit un email, et dans cet email, il a la facture, le BL, le certificat d'origine, le papier machin, le papier truc, et à partir de là, donc s'il a le BL, c'est que le container est sur le bateau, c'est qu'il est en train d'arriver, donc il passe de rien à panique à bord, et puis ça s'excite dans tous les sens pour essayer de gérer au mieux ce flux de données, là. Et c'est hyper compliqué. Les opérationnels qui gèrent ça, c'est hyper compliqué parce qu'il faut qu'ils regardent ce qu'il y a dans l'email, il faut qu'ils regardent s'il manque des documents. S'il ne manque pas des documents, il faut relancer les personnes qui doivent fournir les documents. Et ben, vous mettez un petit coup d'IA là-dessus, vous allez attraper les infos qui vont bien dans les pièces jointes, dans le corps du mail. Vous créez un dossier de transport digitalisé et dans ce dossier de transport digitalisé, là, on re-rentre dans un monde structuré. Et du coup, on re-rentre dans un monde où on peut inviter les bonnes personnes qui vont devoir faire quelque chose dans ce dossier. On identifie les documents dont on a besoin sur ce flux de transport. On identifie du coup les documents qui manquent. On identifie les relances qu'il faut faire de façon automatisée. Et donc, c'est pas hyper compliqué. Est-ce qu'on agit un peu aussi sur la santé mentale de l'agent qui peut-être essayait du mieux qu'il peut d'essayer d'aller chercher toutes les informations nécessaires? Quand on a présenté ça à un de nos clients aux États-Unis,
Enfin, je m'en rappelle. Oui, je voulais que vous fassiez la petite anecdote. Je m'en rappelle, la femme auquel on a présenté ça, en lui disant, là, on travaille là-dessus, regardez comment ça se passe, elle avait la larme à l'œil. La larme à l'œil, ça veut dire qu'elle se revoyait pendant ces 10 dernières années à gérer ses emails et tout le stress qui va avec, et elle se disait, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est ça le gap entre la misère du quotidien et ce qu'on peut faire avec un bout d'IA qui est bien positionné, quoi. Alors, je vais demander à Sébastien Garcin, vous avez un micro. Votre réaction à chaud, là, on a eu plusieurs use cases et exemples concrets. Ça vous inspire quoi? Alors, déjà, j'ai la même anecdote chez L'Oréal. Vous avez fait pleurer des gens aussi? Alors non, mais je crois que le data scientist qui a travaillé sur le projet dont je vais vous parler, je crois qu'il a un petit hôtel avec sa photo, puis que les contrôleurs de gestion à qui il a fourni un petit outil très simple pour automatiser une tâche extrêmement pénible. Je pense que tous les jours, ils doivent changer la bougie. Parce que c'est sur un process qui s'appelle le calcul de marge. Donc L'Oréal, il y a des camions qui sortent des usines et puis on ne sait pas trop ce qu'on vend où. Et à la fin, on a des panels de consommateurs qui nous disent j'ai acheté un shampoing, un après-shampoing LCV Argile tel jour, telle heure dans un supermarché. Et entre les deux, on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'entre les deux, les produits sont passés sur des plateformes d'éclatement, sont passés chez des retailers, etc. Et ils sont arrivés dans la salle de bain des gens. Et donc, on doit reconstituer le stock et la marge entre sortie d'usine, utilisation chez les clients. Ce calcul est une horreur. Donc, il était réalisé 2 fois par an par une équipe de contrôleurs de gestion. C'était leur pain somme, quoi. 2 mois de boulot, 2 data scientists, un ingénieur data, on a automatisé le truc. On l'a automatisé à 90%. Je pense que le coût, bon, c'était que des salaires, mais valait largement. Et clairement, c'est là qu'on voit que l'IA, c'est pas que automatiser des gens, c'est aussi rendre de sacrés services. Mais je voudrais réagir sur les 70% dont tu parlais, David, 70% de change management. Moi, j'ai un chiffre un peu différent, mais de même ordre de grandeur, c'est 1 pour 1. 1 euro investi dans une innovation technologique, il faut investir 1 euro dans le change management. Et dans mes différentes expériences, je suis passé chez McDo. Et McDo, ma grosse mission, ça a été d'implémenter la commande en ligne pour McDo France. Donc le click and collect, une appli, vous commandez, au lieu d'aller dans le restaurant, vous commandez, vous payez, vous envoyez votre commande, et quand vous allez vous approcher du restaurant, la commande va être lancée en préparation, et donc vous allez arriver, vous n'allez pas faire la queue, vous allez repartir directement avec votre commande. Ça a beaucoup d'avantages pour McDo, les commandes sont plus grandes, il y a moins de voitures au drive, et globalement, ça fluidifie le parcours client dans les restaurants. On lance un test sur 100 restaurants, alors que c'était tout bénef pour les franchisés qui tiennent les restaurants, on a des résultats très 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 moyens. 1% des commandes, etc. Donc on creuse, on va dans les restaurants et on se rend compte que le staff des restaurants, pour la plupart, ne savait même pas que ce service existait. Donc à partir de là, pour le déploiement, on a fait du 1 pour 1. On s'est dit 1 euro de formation sur le terrain, embarquement des équipes, il y a une académie McDo, embarquement de l'académie McDo, etc. Et 1 euro sur le déploiement, sur l'amélioration de l'appli, etc. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on voit que ça fonctionne. Donc là, c'était une prise en main et une adoption assez rapide par l'utilisateur, par le client. Et la résistance, en fait, elle venait des équipes. Exactement. Est-ce que là, vous me faites, sans le savoir, une super transition? Parce que ma question suivante que je voulais poser à tous, c'est les conditions pour que ça soit pris en main, évidemment. Karl. Une petite réaction avant que tu poses ta question, si je peux me permettre, par rapport à ce que tu disais, David, là, sur le fait que l'IA est pris par le COMEX, les grands chefs à grandes plumes dans les grandes boîtes. Bon, c'est super, hein, mais je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se fasse déborder. Et moi, j'ai une petite expérience, donc évidemment une boîte microscopique par rapport à Geodis, mais j'ai dit à tout le monde, bon les gars, là, allez, il faut qu'on mette de l'IA parce que c'est vraiment c'est l'avenir. Et donc les mecs me regardent et ils me disent, non mais t'es mignon, mais on t'a pas attendu quoi pour mettre de l'IA. Et en fait, l'IA, ça vient pas non plus que des grands chefs à grandes plumes, hein. L'IA, c'est un peu comme du shadow IT à l'ancienne. Là. Il y a du shadow IA.
C'est-à-dire que s'il y a des outils qui existent à droite à gauche, eh ben les petits jeunes, là, ils prennent ces outils, paf, et ils améliorent leur productivité à eux, et ils font des trucs dingues. Ils le font en fait sans trop demander l'autorisation à leur direction ou à leur chef. Ils se débrouillent très très bien pour utiliser plein d'outils pour faire des slides, des synthèses et des prêses. Ah bah attends, c'est pire que ça. C'est que nous il y a un truc là dans l'IA là, qui s'appelle le vibe coding. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce machin là. C'est un truc où en gros tu discutes avec un outil d'IA et ça te génère du code. Donc ça te génère une appli, ça te génère... Et donc, il y a un gars, on lui a demandé, c'était pas un informaticien, c'était un gars qui était au produit, donc pas un informaticien. On lui a dit, est-ce qu'il faudrait qu'on réfléchisse à la mise en place de cotations pour que les clients puissent avoir des prix auprès de freight forwarders, là, comme David ou de compagnies maritimes. Et donc, il m'a dit, ah ouais, c'est quoi ça? Il dit, bah, écoute, tu prends une demande de transport, tu l'envoies par email à des forwarders, à des compagnies maritimes, tu attends les retours, et puis quand tu as les retours, tu regardes, et puis celui qui t'intéresse, tu crées un dossier de transport avec ce truc-là. Combien de temps pour faire ça, là? Quelques semaines, je sais pas. Non, quelques semaines? 4 jours. 4 jours. Il a une promo? Il a une promotion? En 4 jours, le truc était en production, quoi. Le truc était live, ça marchait. Alors après, on se dit, c'est fantastique. C'est fantastique. Enfin, objectivement, c'est fantastique. Eh ben non. Parce que 15 jours après, le vibe coding, c'était plus à la mode et qu'il y a quelques études qui sont sorties. Là, sur le MIT a sorti un truc où il y avait 90% des projets IA qui tombaient à la poubelle. Et en fait, donc d'un truc super à la mode, le vibe, c'est plus à la mode parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que pour passer d'un code qui a été vibe codé à un code dans le dur qui rentre dans tous les process de sécurité, il faut que l'authentification soit bien validée, etc., que ce soit ISO 27000, ben, en fait, ça prenait autant de temps de refaire le truc depuis zéro que de partir sur du vibe coding. Donc en fait, c'est hyper déstabilisant quand même, hein. Tu vois, il y a quelques jeunes dans la salle, mais il n'y a pas que des jeunes, quoi. Et en fait... Fais attention de ne pas me les vexer, Karl, s'il te plaît. Non, mais j'ai dit qu'il y avait des jeunes. Hein. Non, mais ça veut dire que je pense qu'on est face à quelque chose qui est hyper nouveau, hyper innovant, et on a un devoir de curiosité permanent. Il faut tester des trucs, ça marche pas, et puis il ne faut pas se faire de religion trop vite non plus, quoi. Le vibe coding, moi, je pensais que ça allait être un truc incroyable. En fait, pas tant que ça, quoi. Laetitia, tu disais aussi quand on préparait la table ronde, un peu ce dont parle Karl, que attention à ces pratiques de shadow IT, et que ça pouvait représenter alors, à la fois une menace pour les entreprises en termes de cybersécurité, puis peut-être une perte d'opportunité parce que tous ces petits jeunes, ils font des trucs super, mais dans leur coin. Alors, effectivement, je prends plutôt ma casquette IT, puisque j'ai dirigé aussi des équipes IT. En fait, ça challenge toutes ces révolution, évolution, ça challenge beaucoup, je trouve, les rôles de DSI. Parce qu'en fait, historiquement, il y avait un besoin émis par le client, enfin interne, par le métier, qui générait un cahier des charges, on répondait, on chiffrait, on livrait, on corrigeait, etc. Enfin, les rôles étaient bien définis et bien séparés. Là, finalement, dans pas mal de cas, je pense que vous en avez aussi vu, vous avez des équipes IT qui sont un peu dépassées par les événements et qui lèvent des drapeaux rouges tout le temps, partout, en disant attention, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Donc, ils sont un peu castrateurs et c'est évidemment pas bénéfique pour l'entreprise. Vous avez des équipes qui se montent complètement à côté des équipes DSI, le lab digital ou des choses comme ça. Et là, il y a une espèce de compétition pas forcément très saine qui s'instaure, voire vous faites des partenariats avec des startups qui, elles, ont des modes de fonctionnement complètement différents. Et là aussi, il y a une espèce de lutte entre le make or buy qui n'est pas très sain. Donc, je pense que pour une transformation heureuse, souhaitons-le, il faut aussi se poser la question de quelle trajectoire je propose à mes équipes techniques, quel rôle je leur attribue, à la fois de facilitateur pour donner à comprendre et à voir tout ce qui existe sur le marché, parce que ça évolue très vite et qu'on a tous un problème de compétences et de connaissances qui finalement à rattraper en permanence. Donc, comment je suis à la fois facilitateur, comment je promeux les nouvelles solutions, comment j'arrive à encadrer sur le respect
de la confidentialité, de la sécurité, et comment effectivement je bénéficie d'énergie des géotrouve-tout sans que ça soit la kermesse. Et donc je pense que le sujet, en fait, on ne traite pas le sujet de quel avenir pour les DSI, mais si on veut que ça soit harmonieux et réussi, je pense que ça serait un bon sujet à traiter aussi. David Olivier. Alors moi, je voudrais quand même réagir parce que je pense que C'est c'est le vrai débat en fait. Ça challenge même l'organisation des entreprises qui sont quand même très très verticalisées par service vers une logique où il faut être extrêmement agile. Les technologies, elles évoluent quasiment de semaine en semaine et il faut être davantage dans des logiques un peu d'organisation tressée où on va créer en fait des organisations qui ont une durée de vie assez temporaire. Le temps d'un projet, le temps d'une initiative, et où on va rassembler les personnes qui comptent en fait pour résoudre une problématique business. Et donc, effectivement, je pense que c'est important qu'il y ait l'awareness au bon niveau, au niveau des dirigeants du groupe pour impulser, mettre les moyens quand il faut mettre des moyens, mais il faut évidemment pas tuer l'innovation, l'agilité, l'intelligence collective qui vient évidemment du terrain. Et il faut arriver à trouver un peu le modus operandi pour faire la jointure entre ces deux extrêmes. Est-ce qu'il y a un lien avec la génération des gens, l'âge qu'ils ont, ou alors pas forcément? Est-ce que c'est une question de curiosité, de créativité? Alors c'est une question hyper intéressante. Merci. On a fait une des premières choses qu'on a faites, c'est de gérer un peu l'écosystème interne pour créer une communauté autour de l'IA en interne chez Geodis. Et donc par exemple, on a fait des Data Olympics où les gens pouvaient recevoir des certifications Data IQ, etc. Et donc les gens se sont prêtés au jeu, et on a eu, je crois, au premier Data Olympics qu'on a organisé il y a presque un an de cela, plus de 600 ou 700 participants dans le groupe, ce qui est absolument considérable. Donc évidemment, c'est des gens un peu technophiles, mais ce n'est pas que de la génération Z, c'est y compris des gens de mon âge, et je ne suis pas parmi les plus jeunes, qui ont des problèmes vraiment concrets, pratiques. Qui a une appétence pour le sujet. Et qui ont une appétence pour transformer, faire évoluer les métiers, trouver des solutions à des problèmes pratiques, et qui voient dans la technologie un moyen finalement rapide d'accélérer des transformations qui, sans cela, seraient difficiles à faire changer. Alors, Ridouane, j'ai vu que vous étiez très calme et tout, et que vous êtes DSI, donc tout ceci n'était pas personnel, mais on sait que chez Tangemed, on avait le directeur général ce matin, vous êtes très en avance sur ces sujets-là. Si vous deviez un peu résumer, qu'est-ce que ce seraient les préalables à mettre en place dans les organisations, auprès des équipes, pour que ça se passe bien, sachant que je crois que le chiffre, c'est que 8 projets IA sur 10 ou 9 sur 10, je ne sais plus, ne va pas jusqu'au bout. Donc, ça serait quoi les préalables? Ok. Donc, il y a effectivement des préalables qui sont techniques, des préalables organisationnels. Sur la partie data, qui est le carburant de l'IA, donc je pense que l'approche méthodologique qui a été présentée par Sébastien, il est tout à fait logique. Mais avant de parler data, il faut avoir des systèmes qui sont interopérables. Donc, des systèmes aujourd'hui, plateformes technologiques qui sont ouvertes. Et c'est là que deviennent les risques de cybersécurité, parce qu'on est plus dans l'ouverture, donc plus dans l'intégration des systèmes entre les partenaires. Également, donc il y a une dimension partenariale et institutionnelle, parce qu'aujourd'hui, si on parle de chaîne logistique au niveau portuaire, donc il y a beaucoup d'acteurs publics, privés qui interviennent dans la chaîne. Et l'IA n'a de sens que si elle intègre l'ensemble de la chaîne de valeur. Sinon, n'a pas de sens. Une intelligence artificielle locale n'a pas d'impact global. Maintenant, il y a effectivement des choses liées à l'organisation, à l'humain. Vous avez parlé de génération Z, et nous avons vu du tout. En fait, pas nécessairement des jeunes qui sont portés par des technologies et innovations, mais ce n'est pas question d'âge. Il y a même des jeunes aujourd'hui qui ont cette inertie culturelle, des gens qui ont du mal à changer leur pratique, peut-être. Qui ont du mal à changer leur pratique. Il y en a d'autres qui ont cette peur de substitution, des gens qui ont peur que leur métier peut-être disparaisse. Va disparaître ou va être remplacé, alors que l'IA va remplacer des gens au lieu de remplacer. Donc il y en a du tout. Donc c'est pas nécessairement question d'âge. Donc, je pense que ça, c'est parmi les préalables. Il y a un sujet important, donc c'est des cases qui doivent naître du métier, qui doivent répondre à des problématiques du métier.
Et nous sommes très contents de voir aujourd'hui que dans un exercice d'évaluation annuelle, des soutenances de collaborateurs pour passer à des grades supérieurs, sont en train de proposer des sujets qui sont liés à l'IA, des gens qui n'ont rien à voir avec la DSI. Après, bien sûr, dans le cadre de telles organisations, bien sûr, il faudra créer un écosystème technologique, se doter d'un écosystème technologique digital. Dans notre cas, donc, nous travaillons avec l'université, avec des startups pour élargir aujourd'hui les intervenants sur ce sujet. Sébastien, qu'est-ce qu'il faut leur dire aux humains pour que ça se passe bien? Alors, on a parlé des préalables d'avoir des data clean, d'avoir des systèmes interopérables, c'est ce que nous expliquait Ridwan. Pour terminer la table ronde, les préalables à mettre en place au niveau des humains, au niveau des personnes. Vous aviez l'exemple de McDo, là. Est-ce que c'est de la formation continue? Est-ce que c'est des petits workshops? C'est quoi? Alors, de façon générale, pour les humains, dans la mesure où on est dans un monde où la technologie prend de plus en plus de place, où la technologie et le pouvoir sont de plus en plus liés, il y a un enjeu de liberté intellectuelle qui est de comprendre de quoi il s'agit. Et donc, je suggère vigoureusement aux êtres humains d'acquérir un minimum de culture scientifique et technique, puisque en fait, c'est ça qui permet de comprendre le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, oui, c'est un écosystème naturel, biologique et qui est en péril en ce moment, mais c'est aussi un écosystème technologique et numérique. Et se contenter d'en comprendre les usages, c'est déjà pas mal, mais arriver quand même à en maîtriser les sous-jacents, c'est vraiment super important. Et c'est une culture qu'on doit acquérir nous, puisque c'est un monde qui change beaucoup plus vite que nous, et c'est une culture qu'on doit permettre à nos enfants d'acquérir aujourd'hui. Et je suis convaincu que c'est vraiment un facteur d'émancipation. Karl, Oui. je te sentais frémir. Alors, les préalables pour que ça se passe bien. Effectivement, les préalables pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait de la donnée qui soit propre. Ça, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est quand même un impératif number one. À titre d'exemple, le premier use case qu'on ait eu en mode génération spontanée dans notre boîte, c'est les gars qui gèrent l'infrastructure, qui ont un de leurs plus gros pains, c'était de recevoir de grands groupes des questionnaires de sécurité. C'est des trucs abominables, hein. Ça fait 25 pages, il y a 450 questions, c'est horrible. C'est à peu près les mêmes questions et pas toujours les mêmes. Et donc, il faut répondre à ces trucs-là. Ça leur prenait 4 jours. C'était mais un enfer. Et donc, on a été capable de mettre un agent d'IA qui prémâche le boulot pour répondre à ces questions de sécurité. Et la raison pour laquelle on a été capable de faire ça, c'est qu'on s'était collé au process d'ISO 27001 avant. C'est-à-dire qu'on avait toute la base documentaire qui était bien propre, tous les processus qui étaient bien décrits. Et sur ces fondations-là, tu es capable de faire un outil pour répondre à ces problématiques-là, mais parce que c'est clean, parce que tu as des belles fondations. Et ça, je pense que c'est vrai, c'est vrai dans plein de cas, quoi. Donc il y a ça. Après, il y a l'histoire de... je pense qu'il faut mettre en place un système qui génère la créativité dans les organisations. Peut-être la DSI, ça doit être quelqu'un qui met en place un écosystème qui permet à peu près n'importe qui de proposer des choses, de proposer des projets. Donc là, on a trouvé une super plateforme qui nous permet de faire ça chez nous. Là. Enfin, je ne suis pas actionnaire, ça s'appelle Dust, mais c'est juste extraordinaire. Et puis, je réagis sur ce que tu viens de dire, Sébastien, mais tu parlais de nos enfants. Mais c'est quoi la reco qu'on doit donner à nos enfants en termes d'éducation? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Moi, ma dernière fille, elle a failli rentrer dans une école de traduction. Enfin, dans 3 ans, il n'y a plus aucun traducteur nulle part, quoi. Ce sera fait par des modes. Et donc, c'est très questionnant, hein. Sur quoi on oriente les choix professionnels des enfants en sachant que dans un an, tout peut changer? C'est ça un petit peu l'idée?
Mais je pense qu'en tant que, enfin pour ceux qui ont les cheveux un peu plus gris dans la salle que les autres, on doit se poser ces questions-là. Parce qu'on est quand même face à une révolution qui est, je pense, du même type que le tracteur a été dans l'agriculture. La charrue et le tracteur, ça serait ça la comparaison? C'est la même chose. On raconte la même chose du tracteur que de l'IA. Le tracteur, ça permet d'enlever les tâches pénibles de l'agriculteur. L'IA, ça permet d'enlever les tâches pénibles des gens qui font qui sont dans le tertiaire. Et quand on regarde la société agricole post-tracteur, tu vois, tu passes de fermes où il y avait 3 générations, 30 personnes, à un agriculteur qui est tout seul avec son tracteur et qui a le moral dans les chaussettes et qui se suicide. Tu vois, donc on est quand même face à un énorme changement cognitif de quel est le rapport de l'homme au travail vis-à-vis des enfants, pour revenir à eux. Je pense qu'effectivement, il faut les former et qu'ils acquièrent une petite connaissance de c'est quoi un algorithme, c'est quoi des statistiques, c'est quoi le biais d'une IA. Mais ça, c'est pour l'avenir, en fait. Il faut qu'on s'enclenche sur l'avenir. David, Olivier. Moi aussi, j'ai des jeunes enfants et c'est un cauchemar au quotidien. Parce qu'arriver à les faire sortir de l'instantanéité de l'outil, en fait, je sais plus, il y a quelqu'un qui disait rédiger, c'est formater, écrire, c'est penser. Et je crois que c'est un peu la clé. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas à un enfant ou à vos collaborateurs, finalement, vous ne leur expliquez pas les limites de ce qu'un algorithme de LLM peut faire, sait faire, et qui ne prend pas la distance nécessaire pour... il faut toujours qu'il y ait un human in the loop, quelque part, pour checker. Dans plein de use cases qu'on a vus, on avait des opérationnels qui étaient très contents, ils jouaient avec la plateforme DataIQ, ils développaient des modèles de machine learning très sophistiqués, et puis ils arrivaient, ils revenaient avec 100% de taux de succès de leur modèle en termes de prédictivité, ce qui évidemment, quand on a un tant soit peu de culture statistique, on sait bien que c'est impossible. Donc il y a aussi effectivement, je pense, cette acculturation qui est nécessaire sur ce que peut faire une IA, ses limites, et puis effectivement pour nos enfants, c'est un vrai choc cognitif qui est un peu effrayant d'une certaine manière. Laetitia, pour terminer cette table ronde, je voulais que tu me développes un tout petit peu ton point où tu me disais, mais finalement, l'intelligence artificielle, ça ne doit pas être une affaire de DSI. J'ai retenu ça dans nos échanges. Oui, tout à fait. Alors, je rebondis juste sur ton point, David. En fait, il faut aussi dire aux gens que l'IA, ça peut se tromper. Et que sur le même prompt, on n'a pas forcément le même résultat. Et tu mentionnais cette étude, enfin je ne sais plus qui mentionnait l'étude sur les échecs. Je pense que l'attente aussi, parfois, elle est trop cartésienne. Et donc, en fait, il faut aussi apprendre les limites de l'IA. Mais dans les limites, c'est aussi le fait que ce n'est pas 1 + 1 = 2, c'est un autre mode de fonctionnement. Et donc, je pense que ça, c'est aussi important à avoir en tête. Et puis, évidemment, on l'a beaucoup cité, mais le sujet de la gouvernance, ça interroge, tu parlais d'organisation tressée, je trouve ça vraiment intéressant, ça interroge vraiment le rôle, la responsabilité collective, du coup, les incentives et la manière dont on anime aussi la mesure de la performance qu'on attend des équipes, du management. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher collectivement et ça interroge aussi beaucoup les RH, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'on a dans la partie RH aussi beaucoup à jouer sur l'évolution des modèles, à la fois sur les profils, mais aussi sur l'organisation et l'animation de la performance. Merci infiniment à Laetitia, parce que sans le faire exprès, nous a fait une transition vers le panel 3. On a fait exprès de pas trop parler RH, compétences, formation sur cette table ronde 2, puisque la 3e est dédiée à ce sujet-là. Alors, merci beaucoup à tous les 5. Ridouane Boulaïch, Sébastien Garcin, David Olivier Tarac, Laetitia Balacrechet, vous pouvez regagner vos places. Carl Laurent également, merci beaucoup. Ah oui, photo de classe.